Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on évoque ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au rapport explosif sur les comptes de la ville de Paris. La Chambre régionale des comptes alerte sur le niveau insoutenable de la dette de la capitale et sur de nécessaires mesures de redressement. Un tsunami à 6 mois des élections municipales qui pourrait profiter à la droite parisienne qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur le sujet. L'exécutif parisien, lui, dénonce un rapport bâclé. On va faire le point sur le sujet avec nos invités en plateau dans une minute. Dans l'entretien culture aujourd'hui, la ville de Versailles s'associe au ministère des Affaires étrangères pour nous présenter Excellence. Versailles au cœur de la diplomatie française et c'est au centre de la galerie des affaires étrangères de la bibliothèque Choiseul. De la gastronomie enfin dans C'est tout bon avec Laurent Saloche qui nous explique le grand retour des cuisines régionales, la Provence, l'Alsace et puis des plats qui font le tour du monde aujourd'hui et qui font la renommée de la gastronomie française. Je pense par exemple au bœuf bourguignon. Ça sera évidemment en fin d'émission. La Chambre régionale des comptes publie un rapport alarmant sur l'état des finances de la ville de Paris, un sujet que conteste Anne Hidalgo depuis des années. Je vous propose que l'on écoute la maire de Paris sur le plateau de LCI. C'était le 6 septembre 2023. Elle niait alors l'endettement de la capitale et parlait de finances tout à fait maîtrisées. Je vous propose qu'on l'écoute. Est-ce que sinon vous êtes menacé de faillite comme la ville de Birmingham qui l'a déclaré hier ? Absolument pas. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a une grande responsabilité des politiques, des ministres et autres qui parcourent les plateaux. D'ailleurs, je les entends moins sur le sujet, qui nous expliquaient que la ville de Paris était en faillite. La ville de Paris est une ville bien gérée. C'est une ville où nous avons investi. Qu'est-ce que c'est que bien gérer aujourd'hui ? C'est ne pas faire de l'endettement un sujet qui pèse sur les générations futures, mais c'est relever les défis. Vous allez quand même avoir une dette qui va atteindre les 8 milliards en 2025, non ? Pas du tout. C'est une dette qui est très maîtrisée et c'est une dette qui, en fait, a servi à financer quoi ? Pas comme l'État avec ses 3 000 milliards de dettes qui donne des leçons. L'État a 3 000 milliards de dettes, donne des leçons aux collectivités locales qui, elles, sont obligées, et c'est très bien, d'avoir des budgets à l'équilibre. Un déni qui ne peut plus durer face à la situation financière intenable de la ville de Paris, sur laquelle nous aurions aimé interroger Paul Simondon, l'adjoint à la mairie de Paris en charge des finances. Il a décliné notre invitation, mais nous avons évidemment décidé de traiter ce sujet aujourd'hui avec nos invités autour de la table et en visio. Nelly Garnier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la campagne de Rachida Dati. Pauline Landé-Barrot, journaliste au service Web Éco du Figaro, et avec nous en visio, Laurent Capelletti. Vous êtes économiste et professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Nelly Garnier, ma première question est pour vous. Il y a un déni évident de la maire de Paris et depuis des années sur le sujet de l'état des finances publiques de la ville de Paris. Est-ce que c'est un pied de nez aux Parisiens ou est-ce que c'est une forme d'inconséquence ? C'est pas un déni, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez montré, elle continue en disant « J'attaquerai en justice tous ceux qui disent que Paris est en faillite ». Alors, je ne sais pas si elle va attaquer maintenant la Chambre régionale des comptes, mais c'était une manière de vouloir faire taire tous ceux qui disaient cette réalité, qui est que effectivement, Anne Hidalgo et aussi tous ceux qui aujourd'hui briguent sa succession, parce qu'ils sont tous comptables, et d'ailleurs même c'est pire que ça, ils sont tous coupables d'avoir mis Paris en faillite. Pauline Landé-Barrot, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il est éloquent, il est assez sévère finalement, on peut le qualifier en tout cas de conséquent. Il décrit la situation catastrophique des comptes de la mairie de Paris. Ce n'est pas une situation qu'on découvre pour autant, notamment cette dette de 9,3 milliards d'euros déjà fin 2024 et puis cette dette qui ne cesse de s'aggraver. Oui, c'est une dette qui était de un peu plus de 4 milliards il y a 10 ans en 2014 et qui a maintenant atteint donc 9,3 milliards en 2024 et à mon avis qui dépassera les 10 milliards d'euros puisque en fait c'est un cercle vicieux. 9 milliards d'euros de dette, c'est 225 millions d'intérêts annuels. Donc en fait on voit bien, il ne faut pas avoir fait des cours d'économie pour bien comprendre que c'est un cercle vicieux qui ne pourra pas s'arrêter. Laurent Capelletti, ce qui est évidemment frappant, c'est le niveau de cet endettement. On précise bien sûr qu'une mairie, qu'un État peut s'endetter pour soutenir ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. À partir de quand est-ce que ça devient insoutenable, ça devient critique ? Alors, d'abord bonjour à toutes. Donc ça devient insoutenable. Alors selon les critères en fait des cours des comptes. Et de la Cour des comptes, en fait, maintenant, c'est-à-dire que en fait, quand on fait le ratio en fait de désendettement,
la capacité de désendettement, on arrive autour de 12 années. Voilà. Et 12 années, c'est le critère, en fait, c'est le seuil à partir duquel la Cour des comptes estime que la situation, et d'ailleurs la conclusion de son rapport, en fait, c'est dégradée. Voilà. La situation des finances de la ville de Paris est dégradée. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de procès à faire. Hein. Donc on y est, voilà, on y est. Évidemment, très injuste et très difficile à comprendre pour les ménages qui nous écoutent, c'est qu'un ménage, même en période de récession, même avec les difficultés économiques qu'on connaît, n'a d'autre choix que de rester à l'équilibre, en tout cas de rembourser ses emprunts. Nelly Garnier, c'est une situation qui vient peut-être accentuer l'indécence d'une telle dette, notamment pour la mairie de Paris. Mais c'est surtout qu'il y a eu cet endettement. C'est vrai, vous avez cité les chiffres. On pourrait même dire en 2001, quand la gauche prend la ville, 1 milliard de dettes, 10 milliards voilà, aujourd'hui. Donc une multiplication par 10 de la dette. Dans le même temps, toute la fiscalité a énormément augmenté. On pense à cette hausse symbolique, plus 62% sur la taxe foncière. Tout à fait. Il y a eu également une augmentation de la taxe balayage, de la taxe de séjour, de la taxe sur des droits de mutation. Vous avez eu une hausse de tous les tarifs. On pense aux tarifs de stationnement, aux amendes de stationnement, mais aussi de tous les tarifs de services à la population. Donc on s'est endetté, on a fait payer plus les Parisiens. Et aujourd'hui, regarde l'état de la ville de Paris. Et l'état de la ville de Paris, c'est une ville qui est sale, une ville qui n'est pas entretenue. Vous avez des chaussées qui sont complètement défoncées. Vous avez une ville qui n'est pas en bon état. Rien n'est beau. Vous avez pas assez de crèches. Vous n'avez pas assez de place dans les conservatoires. Vous avez des équipements sportifs qui sont vétustes. Vous avez des piscines qui sont complètement délabrées. Et donc, à un moment, ils se disent, on paye toujours plus. Mais où ça va? Et comme vous le dites, ça va à alimenter la machine administrative et des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté. Donc ça va à payer des agents dans les bureaux, ça va à payer 400 agents qui gèrent la communication, 145 collaborateurs de cabinet, ça sert à payer des voyages dont on peut discuter l'utilité. Voilà, ça sert ce train de vie, cette gabegie, et ils n'en voient jamais le résultat. En fait, c'est un panier percé, la ville de Paris. Les Parisiens payent toujours plus et ils ont toujours moins de services publics. On précise quand même qu'il y a cette augmentation de 13% des dépenses de fonctionnement. Vous avez raison de le préciser. On a eu une baisse d'une recette fiscale importante avec les droits de mutation, Pauline Landais-Barrot. Ça n'a aussi pas aidé la maire de Paris à arriver à un équilibre sur le budget de l'année. Oui, alors les DMTO, il faut faire très attention parce que c'est de l'argent qui revient à la mairie de Paris à chaque fois qu'un appartement est vendu, à chaque fois qu'un bien immobilier est vendu à Paris. Donc là, il y a eu une crise immobilière assez importante. Naturellement, ces DMTO ont chuté. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas compter là-dessus, en tout cas dans les années à venir, tant que le marché immobilier... C'est pas ce qui nous permettra d'être à l'équilibre, hein, clairement pas. Mais une chute des recettes, ça n'aide pas à soutenir cette politique d'investissement qui est colossale. On va en parler. 1,6 milliard d'euros par an en moyenne entre 2021 et 2024. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette politique d'investissement, Laurent Capelletti, elle peut s'entendre à l'échelle d'une ville? On se dit qu'on investit et que finalement, il y aura un retour sur investissement. Alors, donc justement, vous soulevez le bon point. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on avait en fait des dépenses de fonctionnement maîtrisées, ce qui n'est pas le cas, elles ne cessent d'augmenter. Si on avait une capacité d'augmentation cette fois-ci des recettes de fonctionnement, c'est-à-dire les impôts, mais ils ont augmenté, les impôts locaux ont augmenté de près de 90% ces 10 dernières années, on pourrait soutenir une dette de 9 milliards. Mais là, le problème, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement sont trop élevées par rapport aux recettes de fonctionnement, ce qui fait que la différence des deux devient toute petite et donc ne permet pas en fait de rembourser, de supporter une dette aussi importante. Donc en résumé, je dirais que c'est la qualité de gestion qui est insuffisante, très insuffisante, dégradée, dit la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, au regard de l'ambition de la politique qui se voit au travers cette dette qui sert en fait effectivement aux investissements de long terme. Là-dessus, il n'y a pas de débat. On n'a pas une dette qui sert à financer du fonctionnement, comme le disait Anne Hidalgo. Donc, si vous voulez, c'est la qualité de gestion est insuffisante, très insuffisante, dégradée au regard de l'importance de la dette. Voilà ce qu'on pourrait dire. On va évidemment revenir avec vous. Ce n'est pas soutenable en ce sens-là, en fait. Il faut absolument améliorer la gestion.
Une dette non soutenable, et on reviendra évidemment sur la politique de la ville qui est menée par Anne Hidalgo avec vous, Nelly Garnier. J'aimerais juste vous interroger sur un point, Pauline Landais-Barrot. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'épargne de gestion? Parce que j'ai 2 chiffres à confronter qui sont intéressants. 760 millions d'euros en 2023 contre seulement 268 millions en 2024. C'est quoi cette épargne de gestion? Alors l'épargne de gestion, c'est l'épargne générée par l'excédent de recettes par rapport aux dépenses. Donc en fait, là aujourd'hui, c'est simple, la mairie de Paris ne gagne pas assez d'argent pour continuer à investir autant. Et c'est la CRC le dit assez justement, je vais vous lire la phrase, ils disent, donc la Chambre régionale des comptes dit « La situation financière de la ville de Paris ne permet plus de financer ces investissements autrement que par un recours à l'emprunt qui dépasse aujourd'hui les ratios prudentiels. » En fait, voilà, la mairie maintenant manque de prudence aux yeux de l'institution et dépense en fait beaucoup trop. On va évoquer justement la traçabilité de certains de ces investissements, puisqu'évidemment, ça soutient la politique et les promesses de la maire de Paris en matière de végétalisation, de réduction de la place de la voiture, de logement social. Ça répond évidemment à ses enjeux politiques, à son agenda politique. Nelly Garnier, est-ce que, vous parliez tout à l'heure de tous les motifs de déception des Parisiens, c'est vrai qu'ils sont nombreux, est-ce que malgré tout, quand on a une politique ambitieuse en matière d'environnement, de climat, de réduction de la place de la voiture, de place du vélo, ce sont des investissements qui restent et resteront coûteux? Déjà, il y a eu effectivement la politique des travaux permanents. La politique les Parisiens, ils ont l'impression d'être en chantier permanent. Donc vous avez déjà un des endroits, une des fuites de l'argent va là, avec des résultats qui sont quand même très mitigés, parce que si vous prenez, moi je suis élue du 11e arrondissement, la place de la Bastille, bon, ça a été cette place en fer à cheval, on ne peut pas dire que d'un point de vue esthétique, qualitatif... Elle devait être végétalisée d'ailleurs. Hein, mais voilà, c'était censé, parce que c'est toujours des énormes forêts, donc sur le dessin c'est magnifique, et le résultat, bon, il est toujours très contestable à plein de niveaux. Donc vous avez cette politique de travaux. Puis après, vous avez une politique de logement social. Aujourd'hui, on répond aux obligations légales en matière de logement social. Mais il y a cette idée de racheter, c'est-à-dire qu'on ne crée pas du logement. On pourrait se dire, bah, tiens, on crée du logement à Paris. On sait quand même que le foncier est difficile à Paris. Voilà, mais on sait qu'aujourd'hui, Paris, c'est une ville très dense, c'est une ville très saturée. Donc, et donc, c'est une logique de dire, finalement, on rachète, c'est la fameuse politique de préemption, on rachète des logements qui existent au prix du marché. Ça amène à quoi? Ça amène à acheter des logements, avenue Georges V, à 17 000 € du mètre carré. Bon, alors Jacques Baudrier nous avait expliqué en plateau que c'était parfaitement soutenable, c'est-à-dire que les investissements seraient compensés. Et quand vous avez aujourd'hui les successeurs d'Anne Hidalgo, les candidats à la prochaine élection municipale qui vous disent on va passer à 40% de logement social, c'est-à-dire on va racheter quasiment la moitié de Paris à 17 000 € du mètre carré, vous voyez bien que ce n'est pas soutenable. Et pour autant, on a besoin de logements sociaux. Et aujourd'hui, il faut entretenir le logement social. On a besoin quoi? On a besoin de loger les gens qui travaillent à Paris. On a besoin de loger des infirmières, des aides-soignants, des instituteurs, institutrices, des policiers. Ce n'est pas la politique de logement social à Paris. Et avec le parc existant, ça sera suffisant? Il faut le faire aujourd'hui avec le parc existant. Déjà, si vous mettez, vous savez, les gens qui travaillent à Paris, vous allez changer la vie des Parisiens. Si vous logez les classes moyennes dans ce logement social, vous allez changer la vie des Parisiens. Vous allez aussi diminuer les trajets banlieue-Paris, parce que les gens qui viennent de banlieue à Paris, ils viennent pour travailler. Et puis ensuite, ce logement social, il est complètement dégradé, parce que cette course en avant de l'achat en permanence de logements très chers fait que on n'entretient pas le parc existant. Et nous, on est sollicité en permanence par des habitants du logement social qui n'ont pas d'ascenseur, alors qu'ils peuvent avoir des situations de handicap, de personnes âgées, qui n'ont même parfois pas accès à l'eau chaude. Donc on est sur un parc dégradé. Et par ailleurs, ce que dit aussi la Chambre, et qui est vraiment une victoire pour nous, c'est qu'elle inclut les loyers capitalisés dans la dette cachée de la ville. C'est-à-dire que quand François Hollande était président, il a donné une dérogation à Anne Hidalgo pour qu'elle perçoive jusqu'à 60 années de loyer d'avance. C'est-à-dire qu'on a vidé complètement la trésorerie. Elle a utilisé toute la trésorerie des bailleurs sociaux pour percevoir des loyers par avance. C'est de la dette cachée. La Chambre régionale des comptes dit qu'il faut l'inclure dans la dette de la ville de Paris. Et ça a complètement vidé les caisses des bailleurs sociaux qui ne peuvent pas non plus entretenir le parc existant. Laurent Capelletti, cette question de la trésorerie, elle est très importante puisqu'elle permet, on le sait, aux entreprises de rebondir dans leur activité du quotidien, aux ménages finalement de payer leurs factures. Pour une ville comme Paris, cette trésorerie, elle est aussi essentielle? Tout à fait. Donc je reviens sur l'épargne brute là, dont vous avez parlé, qui est en quelque sorte le résultat, on va dire, de fonctionnement d'une mairie et qui permet justement de supporter la dette.
Donc, si Paris veut conserver une dette de 9 milliards et maintenir son train d'investissement, elle doit absolument générer, là elle est tombée à 200 millions, hein, votre invité l'a dit, il faudrait qu'elle remonte à 1 milliard. Voilà. Donc il faut qu'elle améliore sa gestion de 800 millions à peu près, en réduisant les dépenses de fonctionnement jugées improductives ou autre solution, car en effet, derrière les défauts de gestion de la ville de Paris, il y a aussi des défauts de management. Hein, je travaille beaucoup sur le sujet, et vous savez que l'absentéisme au travail, dans la mairie de Paris, ça représente plus de 10 000 agents, hein, quand on cumule, de non-production, de non-travail, qui sont obligés donc d'être compensés par de la sous-traitance, par des recrutements supplémentaires, etc. Ça représente environ, quand on chiffre ce coût de l'absentéisme, récupérable, je ne parle pas dans l'absolu, mais récupérable environ 500 millions. Donc voilà, il y a deux pistes en fait pour vraiment améliorer la gestion et le management, retrouver des marges de manœuvre et pouvoir supporter une dette aussi importante, réduire les dépenses. Votre invité a donné quelques pistes, hein, dépenses de fonctionnement, et améliorer le management, ce qui permettra en fait de réduire le taux d'absentéisme, qui est 2 fois plus élevé à Paris qu'en moyenne en France. C'est très intéressant ce que vous mentionnez sur le management, Pauline Landais-Barrot. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, et l'opposition n'a cessé de le dire, qu'il y avait des dépenses de fonctionnement qui étaient trop importantes. Trop de fonctionnaires, des fonctionnaires aussi qui n'étaient pas forcément alloués au bon poste. Ça, on sait que ça coûte de l'argent, ça coûte très cher. On vient de parler aussi de cette enveloppe liée à l'absentéisme. Est-ce que la ville pourrait se retrouver en défaut de paiement ? C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai regardé. Alors, c'est vrai que la droite, à un moment, avait parlé de mise sous tutelle de la ville de Paris. C'est la taxe foncière qui a sauvé la ville. C'est-à-dire que c'est le potentiel fiscal des Parisiens qui va sauver la ville. C'est-à-dire que tant qu'on augmente les impôts, on n'est pas mis sous tutelle. Mais c'est les Parisiens, du coup, qui vont être ponctionnés de plus en plus. Mais ce n'est pas complètement impossible. Je crois que juridiquement, pour l'instant, c'est pas possible. D'accord. Enfin, il faudrait. Et d'ailleurs, c'est la CRC. Il faudrait que la CRC soit. Si le budget n'est pas en équilibre, et ce qui s'est passé quand ça a failli se passer, c'est qu'elle a augmenté de 62% la taxe foncière, alors même son engagement pour compenser et lui permettre de présenter un budget à l'équilibre. Donc elle n'a pas d'autre marge de manœuvre que le potentiel fiscal des Parisiens. À l'échelle d'une ville comme Paris, aussi grande et voilà, aussi importante, ça serait du jamais vu. Ça serait du jamais vu. D'ailleurs, on a jeté un œil, par exemple, du côté de la ville de Lyon, qui affiche des dépenses et une dette tout à fait stable. C'est possible, évidemment, sur des villes à échelle importante. On compare souvent Paris à Lyon et Marseille. Évidemment, Paris reste à part, mais ça reste des budgets très importants. Nelly Garnier, si Rachida Dati était élue au terme de ces municipales, c'est évidemment un dossier sur lequel vous auriez la main très rapidement. Il faut combien de temps pour redresser la barre ? Parce que là, on décrit une situation quand même qui est assez catastrophique. Ça sera la priorité. Ça sera la priorité de tout de suite s'y atteler avec un objectif. Vous savez, nous, c'est chaque euro dépensé doit être un euro utile pour les Parisiens. Et de pouvoir le justifier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce que pense Anne Hidalgo, que l'argent qu'elle dépense a pour vocation d'être utile pour les Parisiens ? Je veux dire, c'est symbolique, mais c'est arrivé ces derniers jours. Vous savez, quand vous avez eu 60 000 euros pour un voyage à Tahiti, pour ne même pas visiter l'épreuve de surf. Vous parlez des notes de frais d'Anne Hidalgo. Non, là je parle du voyage à Tahiti. 60 000 euros pour aller à Tahiti, avec comme prétexte les JO, elle n'a pas visité l'épreuve de surf et opportunément, elle a rendu visite à sa fille au même moment. Vous avez eu 10 000 euros de hors forfait auquel ajouté aux 60 000 euros sur ce voyage de notes téléphoniques. Alors ce n'est pas peut-être ce qui creuse la dette, mais en tout cas ça montre la déconnexion peut-être d'Anne Hidalgo. Vous avez, c'est en centaines de milliers d'euros, les voyages et les déplacements d'Anne Hidalgo dont on peut se demander le rapport avec la vie des Parisiens. Vous avez un SMIC par mois de vêtements payés pour Anne Hidalgo. Si vous voulez, c'est insupportable pour les Parisiens quand ils comptent la dépense, chaque dépense à euro près. Il y a une question d'exemplarité. Et puis, vous avez aussi tous les gens qui vivent sur la bête. Il ne faut pas le dire autrement. Vous avez... quand Delanoë est arrivé, il y avait 40 000 agents de la ville de Paris. Aujourd'hui, on en a 52 000, alors même que le nombre d'habitants a diminué puisqu'on perd 12 000 habitants par an. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le ratio... En tout cas, on les remettra sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris en exemple Lyon et Marseille, Bordeaux aussi. Vous avez plus de cadres à Paris, à la ville de Paris, que dans ces autres villes. C'est-à-dire qu'on recrute des gens dans les bureaux, on recrute des chefs.
Voilà, on ne recrute pas des gens qui sont sur le terrain pour nettoyer les rues, pour s'occuper des chaussées, pour s'occuper des Parisiens, pour être dans les crèches. On recrute des gens dans les bureaux. On recrute 400 personnes qui s'occupent de la communication de Mme Hidalgo. On recrute 145 collaborateurs de cabinet au cabinet d'Anne Hidalgo. Donc, toutes ces dépenses, il faut faire la chasse à la gabegie. Et puis après, il y aura la question de tous ces organismes associés. Vous savez, moi, je suis également élue à la région. Quand Valérie Pécresse est arrivée, elle a dit tout ce qui est fait en doublon. C'est-à-dire quand vous avez une agence et autres qui vient doublonner ce que fait une direction. Enfin, tout ça, il faut le réorganiser. Donc, il faut aller à la chasse à toutes les dépenses inutiles. C'est ce qui fait que, à la région, quand on a récupéré la région à la gauche, vous aviez 2/3 des dépenses qui étaient sur les dépenses de fonctionnement. Vous avez vive la machine, 1/3 sur l'investissement. Aujourd'hui, on a 2/3 sur l'investissement, 1/3 sur le fonctionnement. Et l'investissement, ça a été construire de nouveaux lycées, ça a été construire de nouvelles lignes de transport, ça a été mettre des bus propres dans Paris, alors qu'avant les bus étaient au diesel. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et il faut être aujourd'hui sur ce qui est... Vous savez, la politique d'Anne Hidalgo, ça a été les associations, 270 millions par an sur les associations, dont on sait qu'un certain nombre sont dirigés par ses proches ou par d'anciens cadres du Parti socialiste. Je suis désolée, ça interroge en matière de transparence. Ça a été le logement social. Le logement social, ça interroge toujours aussi en termes d'attribution. Et ça a été les emplois publics, ce qui interroge également. Nous, on veut que ça soit lutter pour la propreté des rues, pour l'entretien de l'espace public, des chaussées, de la voirie, que ça soit pour les familles, pour les écoles, pour les crèches, pour les conservatoires, pour les équipements sportifs. Donc que ça sécurité, soit, propreté, que les famille. Parisiens voient ce qui est fait de leur argent. Une question, Pauline Landais-Barrot. Nelly Garnier vient de prendre pour exemple la région Île-de-France, qui est, c'est vrai, beaucoup mieux gérée que la ville de Paris sur un plan de finances publiques. Est-ce que c'est comparable ? C'est quand même des entités très différentes, qui fonctionnent différemment, avec des financements qui sont différents également. On est d'accord. Franchement, je ne sais pas si c'est comparable. Il faudrait regarder. Je ne connais même pas les dépenses de fonctionnement de la région, mais c'est énorme. En plus, il y a les transports à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment. Mais en tout cas, ça reste de l'argent public. C'est-à-dire que quand on parle de réorganisation, vous avez des agences qui doublonnent des directions. Je suis désolée, ce travail qui est fait de dédoublonner, de fermer tout le travail qui est fait. Ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué. Ce travail qui est fait sur l'administration, de ne pas avoir une administration qui augmente, inaugmente. Ce travail qui est fait de mettre des agents au contact de la population et pas des agents dans les bureaux. Hein. Ça, tout ce travail-là, il est adaptable à n'importe quelle ville comme Paris locale. La situation s'est enlisée, on l'a répété sur ce plateau. Malgré les nombreux messages d'alerte, sur notre plateau, Rachida Dati avait déjà tiré la sonnette d'alarme. C'était le 20 décembre 2023. Je vous propose qu'on l'écoute. Je pose des questions. Quand nous avons aujourd'hui un budget de plus de 10 milliards d'euros, on est à 11 milliards et quelques, et 10 milliards de dettes, avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent 2 fois plus vite que les recettes, il faut s'interroger. Et regardez l'année dernière. L'année dernière, il a fallu, pour boucler le budget, qu'elle augmente la taxe foncière de 62%. Elle s'était engagée à ne pas le faire. 2 mois avant encore, des mois avant, au moment de la campagne, que jamais elle n'augmenterait ni un impôt ni une taxe. Vous êtes quand même rentrée dans une posture d'altercation et d'opposition systématique. Mais madame, c'est pas de l'opposition systématique. Si elle n'avait pas, on avait demandé, nous, qu'elle puisse réduire des dépenses de fonctionnement. Moi, j'ai demandé, et c'est naturel, je réclame systématiquement un audit des finances de la ville. L'audit des finances de la ville qui est finalement tombé avec ce rapport de la Cour régionale des comptes qui affirme de nécessaires mesures de redressement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, il y a 7 recommandations de la Cour régionale des comptes. Il y en a une qui concerne la régularité et 6 autres qui concernent la performance. Dans la performance, je note maîtriser la dynamique des dépenses et restaurer un niveau d'épargne de gestion suffisant, stabiliser l'encours de la dette. C'est autant de recommandations pour lesquelles on donne les pistes ou pas vraiment? Parce que là, on est sur des grandes directives générales qui visent à dire exactement ce que vous dites. Il faut ralentir sur les dépenses, il faut maîtriser cette dette. Est-ce qu'on sait... Sur la recommandation de régularité, c'est de présenter chaque année un budget avec des directives claires. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est des recommandations de la Cour régionale des comptes, donc c'est effectivement des grandes idées, mais il faut aller, effectivement, je pense, aller voir dans le détail ce qui doublonne, là où il y a trop d'agents. Il faudrait aller creuser et faire... Pour trouver des solutions. Exactement.
Laurent Capelletti, le camp d'Hidalgo dénonce un travail bâclé. Est-ce que quand on n'épluche justement ce rapport de la Cour régionale des comptes, c'est le sentiment qu'on peut partager, ou est-ce que justement, au contraire, vous le trouvez très complet ? Non, alors c'est un bon travail parce que le critère clé, en fait, c'est la capacité de désendettement, c'est-à-dire l'épargne sur la dette. Et c'est ce que j'ai dit, la ville de Paris atteint les 12 années. Ce qui techniquement, d'ailleurs, autorise à une mise sous tutelle. Voilà. Si, en l'absence de mesures pour corriger le tir. Alors, là où effectivement le rapport n'est pas complet, mais c'est pas son rôle. Le rôle de la Cour des comptes, c'est de pointer les dysfonctionnements. Ensuite, j'allais dire à la ville auditée de prendre les mesures nécessaires. Donc là, en termes de mesures, en fait, il y en a 3. Soit la mairie n'améliore pas sa qualité de gestion ni de management, auquel cas la seule solution pour descendre sous les 12 années, en fait, c'est effectivement d'augmenter les impôts, qui ont déjà augmenté de près de 90% ces dernières années. En revanche, par une amélioration de la gestion, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire une réduction des dépenses de fonctionnement, en étudiant effectivement, et il y a bien entendu des réserves, des dépenses qui sont en doublon, qui ne sont pas utiles, qui sont non productives, et en améliorant en parallèle, c'est ce que j'ai dit, la qualité du management. Si je résume, pour descendre sous les 12 années, il faut que la ville améliore sa gestion à hauteur de 800 millions. Il faut trouver 800 millions pour revenir sur une épargne de 1 milliard. Parce que ça fait donc 9 milliards de dettes sur 1 milliard. Vous voyez, ça fait 9. On est nettement en dessous des 12. Voilà. Donc il y a un effort, une amélioration de la gestion et du management permettant de rapporter autour de 800 millions. C'est ça qu'il faut absolument que la ville fasse. Ou bien, mais ce serait catastrophique bien sûr, la solution de facilité, augmenter les impôts. En tout cas, elle doit faire quelque chose. Ce que dit aussi le clan d'Hidalgo, c'est que c'était des années particulières. Finalement, on pointe du doigt le contexte, la responsabilité de l'État aussi, ce budget qui traîne, la guerre en Ukraine, une crise institutionnelle permanente, les Jeux Olympiques de Paris, l'argument de la péréquation. Sans rentrer dans les détails, Pauline Landais-Barrot, est-ce que c'est vrai que ça a été des années compliquées à envisager ? Oui, je pense que ça a été des années compliquées pour tout le monde. D'ailleurs, il suffit de regarder l'état du budget de l'État. Au niveau national, bien sûr. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Effectivement, la mairie de Paris, il faut le dire, a continué d'investir pour le service public. C'est dommage que Paul Simondon n'ait pas été là aujourd'hui pour se défendre. Mais lui me parle de la péréquation en disant que ça rentre dans les comptes de la Cour régionale des comptes, mais en fait en me disant que la ville est solidaire d'autres territoires. C'est un mécanisme de solidarité financière, la péréquation. C'est des prélèvements qui sont ensuite redistribués pour réduire les inégalités entre les territoires. Et donc, Paris serait lésée. La ville de Paris, finalement, comme elle est considérée comme riche, mine de rien, parce que c'est quand même une grande ville, voilà, aide les territoires voisins. Donc, oui, c'est compliqué et il y a eu des baisses de dotation de l'État pour la ville de Paris de 275 millions d'euros. Qui sont évidemment non négligeables. Voilà. Très rapidement, Nelly Garnier, en 30 secondes, qu'est-ce qui serait pour vous prioritaire dans le redressement de la barre ? Vous nous avez cité un certain nombre de points. Si Rachida Dati passe à la mairie de Paris, la première chose qu'elle met en place pour redresser ce qui est prioritaire, c'est de changer d'équipe. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, je vais le dire, Emmanuel Grégoire, Yann Brossat, David Béliard, ils sont co-responsables de cette dette. Ils sont coupables d'avoir mis Paris en faillite. Emmanuel Grégoire, il a été adjoint en charge du budget, il a été premier adjoint, il est coupable d'avoir mis Paris en faillite. Donc la première chose à faire pour les Parisiens, je leur dis en mars 2026, il faut changer d'équipe. Avec l'assurance que la dette de Paris avec l'assurance que notre engagement, ça sera de rétablir des comptes sains, de rétablir une bonne gestion. Et c'est l'engagement qu'on prend et on le tiendra en toute transparence. Merci beaucoup Nelly Garnier. Merci beaucoup Pauline Landais-Barrot d'avoir été notre fil rouge sur ce sujet compliqué de finances publiques. Merci beaucoup également à vous Laurent Capelletti de nous avoir si bien éclairés. Et on passe maintenant à l'entretien culture.
La ville de Versailles, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, nous offre une plongée dans l'histoire de la diplomatie française sous l'Ancien Régime. L'exposition Excellence, Versailles au cœur de la diplomatie française, a trouvé son cadre de choix dans la galerie des Affaires étrangères de la bibliothèque Choiseul. On retrace cette histoire avec vous et avec l'aide précieuse de Sophie Astier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-commissaire de cette exposition. C'est vrai qu'avec le contexte géopolitique qu'on traverse, particulièrement tendu, on se dit que l'art de la diplomatie est une matière particulièrement intéressante sur laquelle on a envie de se pencher. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe une diplomatie à la française ? Il existe une culture diplomatique française et c'est justement ce que l'exposition s'attache à retracer. C'est la naissance de la culture diplomatique à la française. Depuis, on va dire, on a pris comme point de départ de l'exposition le règne de François Ier, où, donc avec des événements qui ont cristallisé des tendances diplomatiques qui se sont maintenues pendant plus de 150 ans. C'est à partir de là qu'on a commencé aussi à construire une administration, donc à partir de la Renaissance, à partir du règne de Henri III. Et donc un système diplomatique organisé, finalement. Exactement. C'est à partir du règne de Henri III que vous avez un ministère qui commence à se créer, donc avec une administration, avec des postes, des fonctionnaires, Et donc toute la logistique, évidemment, toute la logistique qui vient derrière, tout à fait. Et c'est aussi à partir de la Renaissance qu'on commence aussi à avoir un métier de diplomate. Les acteurs de la diplomatie, finalement. Tout à fait. Certains diplomatie officielle, certains côtés diplomatie plus officieuse, avec les espions, on en reparlera évidemment. Est-ce qu'il y a des caractéristiques principales de cette diplomatie à la française, si on devait la qualifier en quelques mots ? Alors, je ne sais pas s'il y a des caractéristiques diplomatiques à la française, parce que ça se construit dans un cadre européen. Tout à fait. Mais la France, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, s'affirme comme une puissance qui se veut dominante dans le cadre européen. Et il y a une dimension culturelle forte. La langue française devient... C'est ce qu'on appellerait le soft power aujourd'hui ? Oui, c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça, tout à fait. Donc c'est l'influence culturelle, artistique, nos modes de vie, nos manières de faire qui retranscrivent sur une forme de puissance qu'on partage et qu'on impose. C'est un peu ça. Disons que ça passe beaucoup aussi par la diplomatie à l'époque et aujourd'hui encore. Ça passe beaucoup par l'apparat, par les fêtes, les cadeaux. Les réceptions, c'est un élément très important de la conduite de la diplomatie sous les rois, comme ça l'est toujours aujourd'hui. Et c'est aussi un aspect qu'on aborde dans l'exposition et qu'on invite les lecteurs et les visiteurs à découvrir. Alors justement, vous avez réuni 157 pièces originales, des pièces qui ont une histoire particulière, puisque pour près de la moitié d'entre elles, elles reviendront à Versailles pour la toute première fois depuis la Révolution française. C'est des archives majeures, comme le traité de Westphalie qui a mis fin à la guerre de 30 ans, ou encore le traité de Paris, le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est autant de pages de notre histoire, et ça nous rappelle, par exemple, que les mariages royaux étaient avant toute chose un acte diplomatique de la plus haute importance. Tout à fait. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez il se trouve que je suis 16e, c'est-à-dire je suis spécialiste de la Renaissance. Je m'intéresse particulièrement à François Ier. Donc je vais vous évoquer un exemple avec François Ier. Il se trouve que, généralement, ce qui se passe, vous avez un rapport de force, une guerre, qui va se conclure par une négociation diplomatique, un traité. Et le négocier des mariages royaux fait partie de la diplomatie de ces négociations. Parce que le fait de créer une alliance matrimoniale, ça permet de stabiliser la relation. Donc évidemment, quand on vient de ces familles royales et princières, on n'a pas vraiment le choix de qui on va épouser. C'est un peu ce qui est arrivé à Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint et la deuxième épouse de François Ier. Elle était veuve du roi du Portugal, elle avait un petit garçon qui est né au Portugal et qui était l'héritier de la couronne de Portugal. Et au moment dans les années 1520-1530, dans le cadre des guerres d'Italie, il y a eu des affrontements importants entre François Ier et Charles Quint. Et ça s'est conclu par une négociation qui a été conduite par des femmes. Principalement par Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, et Louise de Savoie, la mère de François Ier, assistée par les sœurs respectives de François Ier et Charles Quint. Donc les femmes étaient au cœur de l'histoire et de la négociation d'une forme de paix. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une des clauses de cette paix des dames, comme on l'appelle, et dont l'original est exposé en introduction de l'exposition,
Donc une des clauses, en fait, est le mariage de François Ier, qui était veuf, avec Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, pour sceller, en fait, cette alliance. Donc 200 ans plus tard, le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est exactement ça, en fait. C'est aussi une négociation pour sceller l'alliance de la France et de l'Autriche. Et déjà, on est dans des actes hautement diplomatiques pour dresser un peu le parcours de cette exposition, qui est un choix et chronologique et thématique en 5 étapes. On va finalement faire comme si on s'y promenait ensemble. On rentre après cette petite introduction dans le vif du sujet avec l'explication de cette rivalité entre la France et le Saint-Empire romain germanique, rivalité installée de la Renaissance à Richelieu. On découvre dans la salle des puissances d'Italie la formation des ambassadeurs et des princes qui, eux aussi, étaient largement sensibilisés à l'art de la diplomatie. Concrètement, on leur apprenait quoi? Eh bien, tout simplement, la diplomatie, c'est le domaine réservé des rois. Dans le fonctionnement de l'Ancien Régime, donc à partir de Henri III, il y a un secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est l'équivalent de notre ministre. De notre ministre, tout à fait, mais c'est un serviteur du roi. La diplomatie, ça reste vraiment le domaine réservé du roi, et le roi intervient directement dans les affaires diplomatiques. Donc, c'est extrêmement important dans la formation des futurs rois. C'est pour ça que dans les familles royales et princières, les questions diplomatiques sont importantes, et les bibliothèques royales et princières sont pleines de traités qui codifient au fur et à mesure de l'Ancien Régime ce que doit être la diplomatie. Donc là, on est un peu aussi aux sources du droit international européen, qui a été développé donc en Europe, la façon dont ça a été développé en Europe, à la source en fait de la notion aussi de droit international. Dans la salle des puissances d'Allemagne, on découvre au travers d'œuvres et d'archives les temps forts de l'histoire militaire et diplomatique de la France. Quelles en sont les plus belles réussites ? Pour le XVIIe siècle, essentiellement, jusqu'à la bataille de Fontenoy, je dirais que la bataille de Rocroi a une importance historique particulièrement forte, dans la mesure où elle s'est déroulée au moment où Louis XIV est monté sur le trône. Il n'avait pas tout à fait 5 ans à ce moment-là, donc évidemment... C'est difficile d'être un fin diplomate. Exactement. Mais en revanche, son cousin, le prince de Condé, était un excellent militaire et un très bon stratège. Et lors de la bataille qui a eu lieu devant la citadelle de Rocroi, il a réussi à mettre fin à la domination militaire espagnole qui durait depuis 130 ans, quelque chose comme ça. C'est une page importante de l'histoire militaire. C'est une page importante de l'histoire militaire, mais ça devient aussi une page importante de l'histoire diplomatique, dans la mesure où ça a affirmé l'importance de la France, et ça a mis la France en position de force lors de la négociation des traités de Westphalie, dont la paix de Münster est présente, donc 1648, est présente dans les documents admirés dans l'exposition. Et c'est à placer la France en position d'arbitre au centre de l'Europe. Ce qui est toujours très confortable quand on pense aux relations étrangères et à la diplomatie. Aujourd'hui, on parlerait de géopolitique, mais... Tout à fait, mais c'est de la géopolitique, en fait. Et parce que les traités de Westphalie ont entériné la structure internationale, enfin l'ordre géopolitique de l'Europe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à peu près. Donc c'est aussi pour ça que ces documents sont extrêmement importants, parce qu'ils sont non seulement importants pour l'histoire de France, mais ils sont aussi très importants pour l'histoire de l'Europe, voire au-delà. Constitutifs de ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Au centre du parcours, une pause dans l'histoire pour s'intéresser à la construction du ministère des Affaires étrangères. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Avant et après la construction de l'hôtel Versailles, on comprend qu'il y a une construction administrative très importante qui se noue, avec une forme d'institutionnalisation de la pratique diplomatique. Vous l'avez dit, la formation de ceux qui en seront les ambassadeurs. Il y a aussi une nécessaire uniformisation qui se met en place. Oui, il y a des méthodes de travail qui se mettent en place progressivement au fil des règnes et des secrétaires d'État, donc une administration qui se construit, et on génère de plus en plus de papier. Donc ça parlera, je pense, à tout le monde. Donc, comme on a de plus en plus de papiers et de dossiers à gérer, la question de la conservation de ces papiers, la question de la transmission et du suivi des dossiers devient important. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'Ancien Régime, le fait de travailler dans un bureau n'est pas une évidence. On travaille chez soi, on travaille chez son patron. Du télétravail, donc. Un peu. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas travailler chez son patron, généralement. C'est vrai que c'est très particulier. Mais ça permet de comprendre les rouages, finalement, de cette administration.
Et c'est pour ça qu'on décide, sous Louis XIV, à la fin du règne de Louis XIV, de créer un dépôt pour les archives diplomatiques, pour les archives des affaires étrangères, pour les regrouper, parce que sinon, elles étaient dispersées aux quatre coins de Paris et de Versailles. Et sous le règne suivant, sous Louis XV, le duc de Choiseul décide de faire construire un bâtiment pour abriter l'administration de ces ministères, parce qu'il cumulait plusieurs ministères. À cette époque-là, donc on centralise, on organise et on institutionnalise. Exactement, c'est exactement ça. Et donc ça, de façon à permettre aux gens qui travaillent ensemble de pouvoir avoir un suivi plus facile des différents dossiers. Vous nous l'avez dit, dans cette salle, on découvre aussi une partie plus culturelle de la diplomatie. Je parlais de soft power tout à l'heure. Vous nous avez parlé d'apparat, de réception, de petits cadeaux. C'est ce qui fait aussi cette diplomatie à la française. Concrètement, si on prend un événement dans l'histoire où on a rivalisé d'ingéniosité concernant une forme plus culturelle de diplomatie, ça serait quoi ? Je dirais la réception de l'ambassade de Siam sous Louis XIV. Donc, le royaume du Siam est l'ancien nom de la Thaïlande. Et Louis XIV a voulu nouer des relations diplomatiques avec ce lointain pays. Donc, le roi du Siam, à cette époque-là, était ouvert au dialogue avec d'autres pays lointains. Donc, voulait ouvrir son royaume au commerce et envoyer des ambassadeurs en France, à la cour de Louis XIV. Donc, ils ont été reçus à Versailles et ça a été particulièrement remarqué. D'abord parce que, forcément, la réception d'ambassadeurs venus de territoires extrêmement lointains, dont les mœurs étaient peu connues, avec des costumes qui pouvaient aussi paraître curieux aux Français, puisqu'on est beaucoup moins normalisé qu'aujourd'hui. Bien sûr. Au niveau des tenues vestimentaires. Donc ça a frappé les esprits. Et les ambassadeurs de Siam ont eu droit à une réception officielle dans la Galerie des Glaces. Donc là, on n'est pas du tout dans l'hôtel des Affaires étrangères dont on parlait tout à l'heure. L'hôtel des Affaires étrangères, c'est vraiment un lieu de travail. La Galerie des Glaces, c'est de l'apparat. Exactement. Les réceptions, elles ont lieu au château. Les réceptions en grande pompe avec le roi, elles ont vraiment lieu au château. Et donc dans la Galerie des Glaces, Louis XIV fait sortir le mobilier d'argent. Je vous laisse imaginer donc on veut impressionner. Exactement, on veut impressionner. Je vous laisse on veut faire plaisir aussi, j'imagine. Tout à fait. Et donc je vous laisse imaginer à quel point ça a pu épater, émerveiller à la fois les diplomates concernés, mais aussi la population qui a eu vent, en fait, qui a été informée aussi de ces réceptions somptueuses, parce qu'il y a eu des récits, il y a eu des gravures aussi qui ont été diffusées par l'image. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous en souvenir et de pouvoir en parler. Exactement. Un dernier mot très rapidement sur ce qu'on appelle le secret du roi, avec des personnages, c'est vrai, emblématiques, comme la figure par exemple du chevalier d'Éon. Expliquez-nous ce qu'est le secret du roi. C'est son cabinet ? Presque. Le secret du roi, développé sous Louis XV. Louis XV Louis XV s'entendait pas si bien que ça avec son ministre, donc le duc de Choiseul, sur la fin de son règne. Donc les relations étaient un peu tendues. Donc Louis XV a décidé en fait de développer son propre réseau d'informateurs et d'agents secrets qui lui étaient rattachés directement et qui étaient payés sur la cassette du roi. Et c'est tout un tas de personnages qui sont pas tous très bien connus. Aujourd'hui encore, on a encore, il y a des personnages. C'était des éminences grises, des espions ? Qui étaient des espions, tout à fait, et dont le plus connu est le chevalier d'Éon. Mais par exemple, Beaumarchais a fait partie aussi, au tout début de sa carrière, du secret du roi. Et a eu des missions pour le compte de la couronne. Imaginez, ça fait seulement 15 minutes qu'on évoque ce sujet et déjà les trésors d'anecdotes. Pour en découvrir plus, on vous invite évidemment à aller découvrir cette exposition Excellence, Versailles au cœur de la diplomatie française. Merci beaucoup Sophie Assier de nous l'avoir fait découvrir et on présente évidemment le catalogue d'expositions que vous avez apporté avec vous et qui permet évidemment de retracer ces anecdotes et l'histoire qui va avec. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Je vous en prie. Et puis à très bientôt. Nous on passe maintenant à la chronique gastronomique de Laurent Saloche dans C'est tout bon. Tous les jeudis, on se régale avec Laurence Saloche. Bienvenue, ma chère Laurence. Mais bonsoir. Bonsoir. Cette semaine, vous nous parlez d'une vraie tendance qui revient à la cuisine régionale. Les Français, ils sont très, très, très attachés et une étude récente le confirme. Vous nous avez même amené des chiffres. Mais oui, j'ai plein de chiffres. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en fait, on se rend compte que la semaine dernière, je vous parlais des cuisines du monde, notamment à Paris. Ça fonctionne très, très bien. Et dans le même temps, on voit se réaffirmer cet attachement qu'ont les Français à la cuisine régionale. Alors, c'est une étude
assez récente, du mois de septembre, qui a été commanditée par American Express et qui donne des chiffres très éloquents. 93%, nous sommes 93% à vouloir défendre, à aimer profondément, à être attachés de façon sensible à cette cuisine des régions. Alors il y a 76%, c'est pour cette cuisine régionale, région dans laquelle on vit, puis parfois c'est celle de l'enfance, et là on imagine très bien la cuisine de grand-mère qui ne nous quitte jamais. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent un petit peu ce faisceau d'arguments qui fait qu'on reste très attaché à cette cuisine régionale. La première, c'est sans doute que le produit est aujourd'hui au cœur de la cuisine. Donc il faut croire que depuis le Covid, oui, voilà, il y a eu vraiment une sensibilisation, ça fait son chemin, et les gens sont très sensibles à manger local, de saison, mais surtout local. Et on a notamment, pour les gastronomes, j'entends beaucoup de gens qui valorisent la restauration quand elle défend justement ses producteurs et quand les chefs y sont sensibles. C'est 9 Français sur 10 qui disent « moi, je veux aller dans un restaurant où je sais que les produits viennent plutôt de la région ». Pas de façon donc on est de plus en plus chauvin, parlons franchement. On est franchouillard, on aime ça. Deuxièmement, il y a aussi l'identité de chaque région, parce qu'on est franchouillard, ça c'est la France, mais on a aussi sa petite région. Je me souviens des plaques d'immatriculation quand on a enlevé les départements, et les gens disaient « oh zut, on aimait bien », etc. Donc c'est des identités, chaque région a des identités fortes, comme vous le savez. Notamment, les gastronomes aiment bien choisir une région quand ils vont en vacances en fonction de ce que l'on y mange. Ah, je suis complètement dans alors, cette équipe. Quelle est votre région préférée à vous? J'adore le sud-ouest, j'ai été alsacienne, donc bon, voilà. Vous êtes dans le top 5. Et surtout les cuisines très généreuses. Vous êtes dans le top 5. Et ben voilà. Parce qu'il y a le sud-ouest, il y a la Bretagne, il y a l'Alsace, il y a la Savoie et la Provence. Ça, ce sont les régions gastronomiques que l'on préfère. Et est-ce que vous connaissez quelques... Parce qu'on est en Ile-de-France et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des spécialités culinaires auxquelles on est attaché? J'en ai aucune idée. Qui viennent effectivement d'Ile-de-France. Il y a le bœuf Muranton, la gratinée des Halles, par exemple. La gratinée des Halles, oui, bien sûr. Et le potage Saint-Germain qui est au petit pois. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et on aime beaucoup cette cuisine, notamment aussi parce qu'elle n'est plus, j'allais dire, encroûtée dans ses traditions, dans ce côté un peu confiné, un peu grand-mère, on était sur le gras, sur la générosité. Ça, on valide toujours. Mais aujourd'hui, il y a une émission qui s'appelle j'oublie toujours son nom. La meilleure cuisine régionale, et je ne devrais pas l'oublier, parce que ça cartonne avec Norbert Tarrer, qui est un Brestois, et Johan Comte, qui est un Savoyard. Ça fonctionne très bien. Et là, on constate à quel point ce patrimoine, il est vivant. Il y a même 80% des Français qui considèrent que la cuisine régionale est aujourd'hui à la mode. J'adore. Alors ça sent bon la cuisine du Sud, tout ça, puisque vous nous avez parlé de la Provence tout à l'heure et du Sud-Ouest. C'est une cuisine qu'on peut aussi déguster sans bouger de Paris. Avez-vous une adresse sympathique à nous conseiller? Parce qu'on veut déjà se sentir en vacances. Et puis la Provence, c'est vrai que ça sent bon l'été. Exactement. Alors à Paris, si on veut rester à Paris, ça s'appelle Calanque. Voilà, vous savez où vous êtes. On sait où on est. Et alors on est à métro Buzaval, vous sortez et vous êtes quasiment en Provence, dans un petit cabanon provençal. C'est Patrick Zacchetti, qui est un gastronome qui a fait le tour de sa région. Il est marseillais. Il a fait le tour de sa région. Il a trouvé de très, très bons producteurs et puis très astucieux. Il a trouvé en la personne de Bastien Vezia, qui est un chef qui a eu un très joli parcours dans de grandes maisons. Il a été chez Drouin, il a été chez Guy Savoie, il a travaillé dans le Sud également. Et là, j'ai le sentiment qu'il se fait un plaisir énorme. Il est surcapé pour l'exercice parce que c'est un petit restaurant de quartier. Mais on sent qu'il y a beaucoup de grands chefs comme ça, ou de chefs qui ont eu des gros parcours et qui ont envie de revenir à une cuisine de proximité. On doit se régaler alors. Il se fait plaisir, à l'évidence. Et on le sent. Et il nous fait très, très plaisir. Et on mange quoi alors? Des panisses? Alors, les panisses, pois chiches, etc. Croquants, moelleux à l'intérieur, c'est merveilleux. Il y avait du maquereau. J'ai pris ce jour-là un tartare de maquereau. Très bonne association. Il le faisait avec du butternut. Très bonne idée. Et puis un petit vinaigre fumé qu'on trouve dans le commerce, c'est à retenir, on peut faire une gelée. Et puis vous avez aussi une autre idée que je vous donne, c'était des spaghettis courgettes avec des spaghettis de courgettes. Et alors souvent c'est un petit peu fade, mais là il avait rajouté un caviar d'aubergine et c'était vraiment une excellente idée. Ça se mariait bien. C'est parfait et je vous assure qu'au moment de l'addition, on n'est pas, on reste toujours un peu dans le sud, ça reste doux. On est à 23,50 € pour le menu au déjeuner. Et voilà, ça me rappelait vraiment la chanson de Nino Ferrer. On dirait le sud. Ben voilà. Et on boit du pastis? Oui, il y a du pastis, il y a du pastis au safran, il y a des millésimes. Voilà, il y a de quoi faire de ce côté-là. T'es là pour passer un bon moment. Des vins régionaux. Avec modération, toujours. C'est quoi la spécialité régionale préférée des Français?
Eh bien, c'est la choucroute. Toujours selon cette étude d'American Express, c'est toujours la choucroute. Alors, choucroute, vous avez les choucroutes traditionnelles. Si je parle de Paris, vous allez me dire brasserie, Lippe, l'Alsace, pour ne citer que celle-ci. Il y a un très bon traiteur qui est dans le 10e qui s'appelle Schmitt. Ouais. Et puis, si vous avez envie d'avoir une petite version un peu différente, vous allez aller chez Elsace. Dans le 10e. Qui est dans le 10e. Bien sûr. Voilà, qui est tenu par Guillaume Keutsch et qui a mis en cuisine un chef, ça fait à peu près un an maintenant, qui s'appelle Michalis Papaphilis, qui est un grec, mais il est absolument c'est mes deux amours, parfait. l'Alsace et la Grèce. Hein, ça ne peut être voilà, que merveilleux. Il s'est livré au répertoire alsacien avec beaucoup de talent. Et alors, vous avez une choucroute qui reste avec des... On a les marqueurs, hein, quand même. On a les marqueurs. Vous avez du cochon cuit qui a été cuit au sautoir avec un peu de beurre, du jus de cochon qui est infusé au colonnata. Vous avez ces petits dés, c'est le lardon de colonnata. Autant vous dire que c'est très gourmand. La poitrine confite, tout est d'une tendreté formidable. Vous avez un petit boudin, pas de knack, mais un petit boudin blanc qui est fait maison avec délicieux. Les parures du cochon. Vous allez me dire, ah oui, pas de chou. Ben, si, il est sous cette croquette qui a été qui est garnie avec une panure panko et qui est garnie avec toutes les parures. Votre petite pomme à l'eau, pomme de terre à l'eau. C'est absolument exquis. Ça a l'air très malin, cette assiette. C'est très malin. C'est à la fois plus j'allais dire charnel. On est plus, c'est vrai, sur la protéine, mais beaucoup de gens n'aiment pas le choix, le chou et tout, le chou fermenté. Oh, le chou fermenté, c'est particulier. Voilà, donc, en petite dose, c'est encore mieux. En petite dose, c'est une touche. Autre plat très plébiscité, le cassoulet, qui arrive en deuxième position avant la raclette, le bœuf bourguignon et la tartiflette. Où est-ce qu'on trouve le meilleur de la capitale? Bon, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est chez Benjamin Schmitt. On est dans le 9e, je vous en ai déjà parlé. J'y suis allée. Oui, j'adore. Et alors, vous n'avez pas peut-être pu déguster ce jour-là le cassoulet, parce qu'il est fait en série limitée. D'accord. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est un cassoulet traditionnel. On est sur des haricots du Lauragais, une bonne saucisse de Toulouse, le confit de canard. Tout ça est présenté dans la cassole. On est sur de la tradition. C'est très bon, exquis. C'est une référence sûre. Ça se voit que c'est délicieux. Regardez-moi cette manière de le gratiner. Il a l'air à tomber. C'est ça qu'on aime, en fait. On aime pouvoir déguster des plats traditionnels. Pour les desserts que préfèrent les Français, les tartes arrivent en tête. Elles sont de toutes les régions, suivies des crêpes, du Paris-Brest, de la tropézienne, du kouign-amann. La Bretagne remporte tous les suffrages. À Paris, les bonnes adresses ne manquent pas. Alors on va où pour pas se tromper? Alors il y a beaucoup de Bretons qui ont immigré à Paris, notamment au début dans des travaux pas forcément nobles. Il y avait des clercs, et ils étaient là au Moyen-Âge, ils étaient là très très tôt, et dans d'autres travaux. Donc on a en tout cas beaucoup d'adresses concernant tout ce qui est la crêpe par exemple. Vous avez le Brest Café qui pour moi reste quand même une valeur sûre également. Et je le cite souvent parce que j'aime beaucoup ce que fait Bernard Larcher dans sa région. Il a relancé la culture du sarrasin, et il le fait avec une vitalité, des moyens, des engagements. Il entraîne beaucoup de gens derrière lui. Si vous voulez manger le meilleur, un des meilleurs, soyons, on met une petite réserve, mais j'allais presque dire le meilleur, dans un restaurant pour le Paris-Brest actuellement, c'est chez Onyx. Okay, on est près des Galeries. Ouais, on est près des Galeries Lafayette. Restaurant, je fais ma chronique dans le Figaro Magazine qui arrive vendredi. Ça a l'air à tomber. C'est rempli, ce restaurant a un succès fou, mais les desserts de Alex Rochelle sont particulièrement excellents. Et il y a le Paris-Brest qui est un top. Vous avez aussi le millefeuille, vous pouvez vous régaler. Vous ne vous trompez pas. La crème est légère, le chou est parfait. Kouign-amann. Et le kouign-amann, alors il y en a une version dont je vous parle parce que c'est Christophe Michala qui vient d'ouvrir un coffee shop, immense coffee shop qui est au printemps, rue du Havre. Et là, pour le coup, il fait un kouign-amann qui n'est pas du tout classique puisqu'il le fait avec du sucre. La pâte et du sucre. Et c'est quand même assez gourmand et c'est très très bon. Ça a l'air un peu plus léger. C'est un kouign-amann vendéen. Voilà, on est à cheval sur plusieurs régions. On termine comme chaque semaine avec de l'art de la table, c'est votre signature et vous avez choisi un couteau alsacien aux caractéristiques atypiques. Il est en forme de knack? Alors pas tout à fait, il a une forme beaucoup plus élégante que la knack. Il fait crack peut-être quand on le replie. Mais en fait, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, je l'ai d'ailleurs découvert chez Alsace, c'est que c'est une jeune société qui est une petite start-up qui s'appelle Psychocraft. Ce sont deux jeunes gens, deux ingénieurs qui ont eu l'idée de récupérer en fait les colombages des vieilles maisons alsaciennes. Et des foudres également de tonneaux. Et ils font les manches avec ce matériau. Et je trouve que l'idée de recycler... C'est de l'upcycling, non? Exactement, de recycler ce bois qui partait nulle part, à la dérive, justement, de pouvoir en faire des manches de couteaux qui sont assez esthétiques, avec une lame qui est quand même à tiers, donc fabriquée à tiers. Donc on reste sur des valeurs tout à fait vérifiées pour la qualité de la lame. Et je trouve que c'est une belle idée.
Et puis Sigocraft, soutient ces jeunes entrepreneurs. C'est le petit jeu de mots avec la cigogne, quoi. Oh, bien vu, je ne l'avais pas vu on venir celui-là. reste sur la région. Donc des entrepreneurs jeunes et puis qui ont un impact sur leur région, qui ont envie de faire les choses bien. Exactement. Merci beaucoup, ma très chère Laurence. France. Vive les régions si françaises. jamais vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous voulez vous plonger dans le livre de Jean-François Piège, son encyclopédie de la cuisine régionale, vous y trouverez 1800 recettes. C'est tout. Donc, vous avez absolument l'embarras du choix. On a de quoi potasser et se régaler avec les cuisines de nos régions. Merci beaucoup, ma très chère Laurence. On vous retrouve évidemment jeudi prochain pour continuer à se régaler. Demain, vous retrouvez l'excellent Damien Canivez aux manettes de Bienvenue en Ile-de-France. Et moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dès lundi soir, 19h. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.